Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Antoine Fouché, essayiste et président de la société de conseil, Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique, j'ai mal l'habitude, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « L'IA peut-elle nous soigner ?» Il est chapeauté ainsi, dans ce numéro du 1 réalisé en partenariat avec Sorbonne Université et son centre de recherche pluridisciplinaire sur l'intelligence artificielle, nous avons cartographié dans un grand poster illustré les multiples manières dont l'IA révolutionne déjà la santé en allant à la rencontre de médecins et de chercheurs qui mettent nos fantasmes technologiques à l'épreuve du terrain. Notre prochaine émission, dimanche prochain, sera un dialogue entre Nicole Niesotto, qui vient de publier Fracture dans l'Occident chez Odile Jacob, et Richard Verly, qui publie Cette Amérique qui nous déteste, la comprendre pour mieux lui répondre, aux éditions Nevicata. Les récentes prises de position anti-européennes de Donald Trump donnent un intérêt tout particulier à cette conversation qui est déjà enregistrée, donc je suis en mesure de vous dire que c'est, à mon avis, un moment extrêmement éclairant et un dialogue vif et intéressant, plus qu'intéressant. Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu le 11 janvier, on peut déjà s'y inscrire. En janvier, un deuxième enregistrement public aura lieu à Sciences Po, à l'invitation de son directeur. Ce sera le vendredi 16 janvier à 11h à l'amphithéâtre Chapsal. 130 places sont réservées à nos auditeurs. Vous recevrez une lettre d'information vous précisant le moyen de vous y inscrire, et si vous avez quelques questions sur cet enregistrement, n'hésitez pas aussi à nous écrire. Mercredi, nous mettrons en ligne l'enregistrement d'une conversation avec un chauffeur de taxi parisien, Olivier Pestrimo, qui s'emploie par les moyens les plus divers à faire connaître Paris. Son taxi est une cabane à livres ambulante, et les passagers qui le veulent peuvent, en actionnant une espèce de roue de la fortune, gagner un livre sur Paris ou toutes sortes de choses qui concernent la capitale. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Et à propos de nos badas du mercredi, après celui avec notre chauffeur de taxi, nous en diffuserons un par jour pendant 15 jours dans l'idée de faire connaître ce supplément dans notre série. Si c'est pour la culture, on a déjà donné, donc nous reprendrons d'anciens badas et nous en diffuserons un épisode tous les jours de la semaine pendant 15 jours. Intéressons-nous au premier de nos deux sujets. La sécurité sociale a 80 ans et elle n'est pas au mieux de sa forme. Né en 1945 dans l'élan du Conseil national de la résistance, l'État-providence français avait une ambition fondatrice, protéger chacun contre les grands risques de la vie. Cela commence par la création de la sécurité sociale et du régime de retraite par répartition, à une époque où 5 actifs soutenaient un retraité contre 1 actif, 7 aujourd'hui. Les décennies suivantes ont vu un élargissement progressif du socle au-delà de la seule logique assurantielle. 80 ans plus tard, la sécurité sociale n'a pas perdu l'amour des Français, ni à leurs yeux son attribut le plus précieux, l'universalité. Près de 80% la considèrent comme la meilleure au monde et 85% jugent impératif de maintenir une couverture universelle sans distinction de revenus. C'est ce que nous apprend un sondage IFOP de mars 2025. Mais la sécurité sociale traverse aujourd'hui une nouvelle crise grave. Le déficit record de l'assurance maladie, prévu cette année 23 milliards en 2025 contre 17,2 en 2024, interroge sur la capacité du système à perdurer et la pression démographique menace de le faire dériver encore plus, tandis que le vieillissement déséquilibre autant le système de santé que celui des retraites, en déficit, de 6,6 milliards d'euros pour cette année. Un vieillissement à prendre d'autant plus en compte que les dépenses de santé augmentent exponentiellement avec l'âge. D'après la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, en 2021, la dépense annuelle moyenne a été de
1 114 € pour les moins de 20 ans, 1 632 € pour les 21-40 ans, 2 717 € pour les 41-60 ans, 4 498 € pour les 61-70 ans, 6 291 € pour les 71-80 ans et 8 529 € pour les plus de 80 ans. De fait, les plus de 60 ans concentrent plus de 50% de la dépense totale alors qu'ils représentent 28% de la population. Dans un rapport publié le 3 novembre, la Cour des comptes a mis en garde contre les effets budgétaires du vieillissement de la population et de la baisse de la natalité. Premier poste de dépense de la protection sociale, les pensions de vieillesse et de survie représentaient en effet 353 milliards d'euros en 2023, soit 13,4% du PIB, signale le rapport. La Cour souligne que le poids de la démographie sur les finances publiques va aller croissant et elle invite à repenser la vision collective du vieillissement et de l'âge du départ à la retraite. Pour mémoire, au début des années 80, la dette ne finançait qu'1% de la dépense sociale. Elle en finance désormais 10%. Mardi, à une courte majorité, 247 voix contre 234, 93 abstentions, les députés ont validé le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il prévoit notamment la suspension de la réforme des retraites, la hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine et la hausse de 3% des dépenses de santé. Résultat, malgré les concessions accordées aux oppositions, le déficit de la sécurité sociale devrait rester sous les 20 milliards d'euros en 2026 et après un passage par le Sénat, le texte devrait revenir au Palais Bourbon mardi prochain pour un vote ultime sur cette question. Antoine Fouché. Merci Philippe. Je dirais de façon peut-être un peu provocatrice pour lancer le débat qu'il me semble que les chiffres que vous venez de donner, montrent que les règles actuelles du contrat social français sont devenues intenables et plus le temps va passer, moins elles vont être tenables. Pour 3 raisons. La première, c'est que, et les quelques chiffres que vous avez donnés le montrent aussi, c'est que le sens de la sécurité sociale de 1945 a complètement changé. C'est le vieillissement de notre population qui l'a fait complètement changer. La Sécu a été de 1945, disons à la fin du XXe siècle, vraiment un système de solidarité et de protection contre les risques de la vie. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un système de transfert intergénérationnel. Avec les chiffres que vous avez donnés, il y a 888 milliards de dépenses sociales en 2023. Et là-dessus, 100% des 400 milliards de retraite, 50% des 326 milliards d'assurance maladie, ça fait que 65% en fait des dépenses sociales, c'est du transfert intergénérationnel qui n'a plus grand-chose à voir avec la protection contre les risques, puisque au début de la Sécu, on vivait quelques années à la retraite et l'ensemble des actifs étaient malades. Aujourd'hui, on vit entre 20 et 25 ans à la retraite. La majorité de cette période-là en bonne santé. Donc, le sens même, le vieillissement, notre vieillissement collectif, moins d'enfants et une espérance de vie qui s'allonge, fait que ça change le sens même de la Sécu. La deuxième raison qui fait que ça, me semble-t-il, c'est pas tenable, c'est que le deuxième effet du vieillissement, c'est que on hérite de plus en plus tard. Et donc, l'âge moyen de l'héritage aujourd'hui, c'est 60 ans. Ce qui fait que plus le temps passe, plus on a une concentration du patrimoine dans les mains des personnes les plus âgées. Et c'est que le début, c'est-à-dire que les actifs d'aujourd'hui auront une concentration du patrimoine encore plus importante que leurs parents. Mais dès aujourd'hui, 60% du patrimoine financier et immobilier est dans les mains des personnes de plus de 60 ans. Et la troisième raison, me semble-t-il, qui fait que c'est plus tenable, c'est que tout ça aboutit à une situation nouvelle depuis 1945 pour les gens qui bossent, qui est que pour la première fois, la majorité d'entre eux n'améliorent plus leur niveau de vie en travaillant. Ça n'est pas dû qu'au poids de la Sécu, mais le poids de la Sécu est l'une des causes. On a fait des promesses de niveau de pension de retraite dans les décennies passées, en se fondant sur des hypothèses de natalité et de productivité qui ne se sont pas vérifiées. Mais on a quand même maintenu la promesse. Résultat, on a doublé en 40 ans les cotisations, de sorte que les cotisations retraite aujourd'hui sont 2 fois plus importantes pour les jeunes actifs qu'elles avaient été pour les personnes à la retraite quand ils ont commencé à travailler. Et donc, c'est l'une des raisons, pas la seule bien sûr, mais c'est l'une des raisons qui fait que
la majorité des gens qui travaillent aujourd'hui n'améliorent plus leur niveau de vie en travaillant. Et c'est que le début, c'est-à-dire ces trois phénomènes de transfert intergénérationnel, de concentration du patrimoine dans les mains des plus âgés et de travail qui ne paye plus, en raison du vieillissement, c'est juste le début. C'est pas une question d'opposition d'aujourd'hui entre les boomers et leurs enfants. Ça sera encore pire pour les enfants des boomers par rapport aux petits-enfants des boomers. Donc, c'est pas une question anti-boomer ou pas. C'est un phénomène de vieillissement qui, me semble-t-il, doit nous conduire à réfléchir à une nouvelle règle de contrat social, puisque là, ce n'est pas excessif de dire que nos règles actuelles du contrat social font que nous transférons de plus en plus d'argent collectif vers une population toujours plus vieillissante qui concentre toujours plus de patrimoine. Et ça, c'est tout sauf un système qui permet, me semble-t-il, de garder, conserver, rendre vivante et concrète la promesse du travail et en partie de la sécurité sociale aussi de 1945, en tout cas la promesse du Conseil national de la résistance, qui est que, au contraire, chaque génération vive mieux que la précédente grâce à son travail. Et si on veut restaurer cette promesse-là au XXIe siècle, me semble-t-il, il faut qu'on ait une grande explication entre Français sur les temps de la vie, la manière de le financer, et ça pourrait être quelque chose comme de se dire qu'au XXIe siècle, l'ensemble des générations aura à peu près la même durée de vie à la retraite, que le niveau de vie à la retraite sera d'un pourcentage du niveau de vie des gens qui travaillent, plutôt 80-85% comme en Allemagne que 100% aujourd'hui, et que mathématiquement, si ces deux premières choses sont respectées, les enfants vivront mieux que les parents à nouveau, qui est exactement le contraire du chemin que nous sommes en train de prendre. Donc je pense que pour restaurer la promesse de la Sécu de 1945, il faut regarder les choses en face pour à nouveau définir un contrat intergénérationnel et un contrat social qui permettent de redonner cette idée, cette promesse que les enfants vivront mieux que les parents. Lucile Schmitt. Oui, ce qui me semble, dans la lignée de ce que vient de dire Antoine, ce qui me semble important, c'est de rappeler la dramatisation qui a accompagné le vote de ce PLFSS, donc de financement de la protection sociale. Le gouvernement a dégainé une note disant que si on ne le votait pas, il y aurait 30 milliards d'euros de déficit. Et ce qui est essentiel, c'est de se rappeler que les 13 voix qui ont permis l'adoption, avec plus de 90 députés qui se sont abstenus, ça a fait bouger les lignes, c'est-à-dire que ce soit du côté de l'ancienne majorité présidentielle ou du côté de la gauche, notamment l'abstention des écologistes, il y a eu une sorte de réflexe à dire « je ne veux pas être tenu responsable du fait qu'il n'y aura pas eu financement de la sécurité sociale cette année parce que les Français y sont attachés et parce qu'ils sont attachés au principe d'universalité ». Donc là, on voit que cette espèce d'interaction entre la société et les députés s'est produite, mais elle s'est produite aussi du côté de l'abstention et au fond dans une espèce de, je dirais pas de confusion, mais en tout cas de difficulté à imaginer comment est-ce qu'on pourrait dessiner l'avenir de cette sécurité sociale qui a 80 ans, mais dont on imagine mal la physionomie. Parce qu'au fond, le déficit dont on parlait, de l'ordre de 20 milliards d'euros, de 23 milliards cette année, il reflète la difficulté à concevoir une architecture qui corresponde à la société telle qu'elle est aujourd'hui. La question du financement qu'on place sans cesse au centre du débat, c'est, encore une fois, un symptôme. C'est un symptôme du décalage entre ce dont nous aurions besoin pour maintenir l'universalité de cette protection sociale et la société telle qu'elle est, telle que l'a décrite Antoine. Je voudrais ajouter à ça deux choses. C'est qu'il y a certes la question du vieillissement, mais il y a la question des inégalités sociales. Santé publique, France vient de publier son bilan. Et au fond, ce que montre ce bilan, c'est que les inégalités sociales en matière de santé sont toujours là, notamment lorsqu'il s'agit des addictions, de l'alcoolisme, du tabagisme, la question du cancer, la question donc des conditions sociales et des destinées professionnelles reste un élément très discriminant lorsqu'il s'agit d'être en bonne santé lorsqu'on a 50 ans ou 60 ans. Je voudrais rappeler aussi une deuxième chose, c'est qu'il y a les inégalités territoriales et que aujourd'hui la question des déserts médicaux est fondamentale et qu'au fond ce système de sécurité sociale, il ne permet pas d'assurer l'universalité réelle de l'accès aux droits et ça c'est un point sur lequel les Français aujourd'hui sont extrêmement mobilisés. Lorsqu'il s'agit de trouver des spécialistes où que vous soyez, sauf en région parisienne, ou dans les grandes métropoles, aujourd'hui, par ailleurs, il n'y a pas de régulation réelle de ce système. Donc, il y a un enjeu à la fois de régulation et il y a un enjeu d'inégalité très importante. Et puis, il y a un quatrième point qui me semble important, c'est qu'il n'y a plus d'attractivité
Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de devenir médecin, on voit bien que les étudiants en médecine, les jeunes médecins s'interrogent sur le système tel qu'il est, ça je voulais aussi le rappeler, parce que notre système, notamment lorsqu'il s'agit d'assurer une médecine générale qui est le premier accès au système de soins, n'est plus attractif parce que là, il y a une dégradation de la relation entre médecins et patients, parce que la question de la rémunération des actes est posée. Et de ce fait, il y a des inégalités aussi, puisqu'on parle d'inégalités, entre médecins eux-mêmes, des inégalités de destin. Lorsque vous êtes spécialiste et que vous pouvez pratiquer en secteur 2 des dépassements d'honoraires très importants, le fait que de plus en plus de médecins choisissent de s'installer en secteur 3, c'est-à-dire au fond de ne plus être remboursés par la sécurité sociale pour avoir le temps d'avoir un dialogue avec leurs patients qui soit un dialogue plus long, plus approfondi, une vraie conversation, j'avais envie de dire. Et qu'un des points qui a aujourd'hui fait scandale dans la discussion sur le PLFSS, c'était l'idée, par exemple, lorsque vous êtes un patient et que vous consultez le secteur 3, que vous soyez complètement sorti de la sécurité sociale, vous-même comme patient. Donc, on voit bien qu'il y a des tiraillements sur l'universalité et les inégalités qui sont très forts. Alors, à partir de là, comment est-ce qu'on peut faire ? Sans doute faudrait-il que du côté des médecins, il y ait aussi la capacité à imaginer ne pas être seulement une profession libérale, mais au fond à retrouver la question de la profession libérale d'intérêt général. Et puis, il y a cet enjeu autour du côté des députés eux-mêmes et du gouvernement, à ne pas regarder seulement les choses du côté du financement, mais à regarder comment est-ce qu'on peut imaginer une architecture qui corresponde à la société française telle qu'elle est. Nicolas Bavrez. Dans la mythologie grecque, Cronos dévorait ses enfants jusqu'à ce que Zeus parvienne à s'échapper. La sécurité sociale fait mieux, elle dévore les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Elle est devenue une machine à investir dans le passé et à interdire d'investir dans l'avenir. Et c'est le dévoiement de ce qui a été évidemment une très belle idée. Elle est née au carrefour du solidarisme, des assurances sociales, le Conseil national de la résistance, comme on l'a dit. Et Pierre Laroque, qui avait fait l'exposé des motifs, avait vraiment bien défini ce qu'elle devait être. La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Quand la sécurité sociale a été créée, je rappelle que d'abord, la vieillesse était synonyme de pauvreté. Et le système mis en place a très bien fonctionné puisque aujourd'hui, le taux de pauvreté des personnes âgées est très faible. Mais à l'époque, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y avait autant d'argent qui était mis dans les pensions que dans la politique familiale. Et que il y a eu donc et que de fait, ce système a été fondamental dans les 30 Glorieuses parce que ça a permis de solvabiliser la demande d'un côté, de sortir de la pauvreté, d'accompagner l'industrialisation et l'urbanisation. Et puis ensuite, ce qui a été rappelé, c'est que le système s'est complètement perverti. Ça n'est plus du tout devenu un système d'assurance. C'est devenu une machine à redistribuer aujourd'hui le tiers du PIB dans des conditions en fait parfaitement opaques. Et la sécurité sociale s'est retournée contre ses objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle casse la croissance. On l'a dit, c'est un des facteurs d'entretien d'un chômage permanent. Et puis, quand même, chaque salarié, on oublie toujours, mais sur 100 € d'un salarié français, il y en a 28 qui partent uniquement pour les retraites. C'est complètement extravagant. Donc, on comprend bien qu'il y a aujourd'hui un problème de pouvoir d'achat majeur. Elle a smicardisé, paupérisé la population française. Et par ailleurs, ce qui vient d'être rappelé, c'est que sur les retraites, c'est vrai que le niveau des retraités français est sans équivalent. C'est le seul pays du monde où un retraité a un revenu mensuel moyen supérieur de 10% à quelqu'un qui travaille. Mais sur la santé, c'est une double catastrophe. Il y a un énorme problème d'accès et surtout maintenant, il y a une dégradation de la qualité des soins qui est frappante. Et le tout avec des inégalités, on l'a rappelé, qui se sont multipliées. Donc le système aujourd'hui, il est clairement insoutenable par la démographie. Cette année, pour la première fois depuis 1945, il va y avoir plus de décès que de naissances en France. Et donc, tout ce système a été fondé sur l'idée qu'on avait une démographie qui permettait justement de financer, parce qu'on avait plus de jeunes que de vieux. Et la chose va complètement s'inverser avec une baisse de la population active qui va être assez rapide à partir de 2030-2035. Deuxièmement,
la productivité diminue. Ça, c'est terrible. Moins 6% depuis 2019. Quand la productivité diminue, à long terme, ça, c'est l'autre mécanique qui rend le système insoutenable. Les finances, on l'a dit, donc le déficit réel pour l'an prochain n'est pas de 20, mais de 24 milliards, puisqu'il y a 4 milliards et demi de subventions de l'État. Cette année, donc, il y avait 667 milliards de dépenses pour 644 milliards de recettes. Et surtout, sur les 3 500 milliards de dettes de la France, on en a plus de 2000 de dettes sociales. Et donc, cette dette est devenue insoutenable. Et la dernière chose à rappeler, c'est que on est dans un moment de l'histoire où il faut qu'on investisse dans la réindustrialisation, dans la transition écologique, dans l'IA, dans le réarmement face à la Russie. Et on ne met pas un euro dans tout ça parce que la sécurité sociale, et spécialement les retraites, puisque c'est là que sont les électeurs, mangent tout. Et donc, il faut absolument en sortir. Et je crois que, de fait, évidemment, il faut garder un système de solidarité. Ce qui est dommage, c'est que quand on regarde autour de nous, on sait comment faire. Donc, d'abord, je rappelle que par rapport aux retraites, 14,5%, le système de santé, 12,4% du PIB, les dépenses sur la politique de la famille, c'est 2% du PIB aujourd'hui. Donc, il y a un vrai problème de désinvestissement complet de la jeunesse et de l'enfance pour mettre tout l'argent sur le haut de la pyramide des âges. Donc, il faut un nouveau pacte entre les générations. Ensuite, il faut regarder. Les solutions, on les a. Regardons les retraites. Le meilleur système, c'est les Pays-Bas, c'est connu. Il y a effectivement un système de solidarité, de répartition avec la retraite de base. Et puis, il y a des retraites d'entreprise et il y a un système de capitalisation individuelle. Regardons la santé. L'Europe du Nord nous le dit. C'est pas un problème évidemment qu'avoir 40% d'augmentation des transports sanitaires, c'est en quelques années, c'est ridicule, mais c'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est l'organisation avec un système de médecine de proximité, mais réel et sur tout le territoire. Ensuite, des hôpitaux généraux et puis des hôpitaux spécialisés. Donc, toutes les solutions sont connues et simplement, il ne se passe aujourd'hui strictement rien. Et c'est vrai que la chose va se finir un jour ou l'autre, comme en Grèce, c'est-à-dire qu'il va y avoir un choc financier et qu'on ne pourra plus financer ni les pensions de retraite, ni les remboursements maladie, et qu'on aura un énorme ajustement extrêmement violent sur le plan politique comme sur le plan social. Lionel Zinsou. Oui, alors je crains, Philippe, qu'on soit en train de creuser le déficit par le volume de psychotropes et d'antidépresseurs après avoir écouté nos trois camarades, parce que vraiment, nous sommes devant une crise terrifiante. Alors, écoutez, Lucile, 30 milliards, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être changer un peu comme en 1959, enlever 1000, parce que quand on dit 30 milliards, ça affole la population qui se dit, mais je n'ai pas 30 milliards, même avec mes voisins, même avec toute la famille. Enfin, le mot de milliard, bon, alors c'est 1% du PIB. Oui. OK. Très bien. Admettre qu'il est impossible pour la plus grande des professions de France, avec énormément d'établissements, admettre qu'il est impossible de gérer, de réformer, d'utiliser les technologies d'aujourd'hui, parce qu'au fond, en matière notamment de santé, l'intelligence artificielle, la numérisation en général, tout ça probablement nous donne des possibilités de productivité pour délivrer les mêmes effets de bien-être, mais de façon gérée. C'est-à-dire, c'est 1% du PIB. Il n'y a qu'en France qu'on pense que c'est quelque chose de catastrophique, qu'on est du côté de Cronos à dévorer nos enfants, qu'après avoir réussi à ce que le travail ne nous paye plus, alors maintenant la sécurité sociale ne nous soigne plus. Enfin, non, alors il faut arrêter avec le pathos. C'est 1% de risque de déficit, et ça, c'est quelque chose qui, dans n'importe quelle entreprise, est quelque chose qu'on sait gérer. Bon. Deuxième considération, quand Antoine dit
Maintenant, on a 25 ans de vie essentiellement en bonne santé après la retraite. Oui, ben ça, c'est un effet de la sécurité sociale. Il est quand même relativement important pour tous les Français. Et donc, quoi que nous en disions autour de cette table, il est quand même très, très raisonnable que les Français soient extrêmement attachés à la pérennité de la sécurité sociale. Et ce qu'ils cherchent, c'est qu'on leur donne des moyens de réformer, de gérer, mais certainement pas d'arriver à des bascules qui seraient inacceptables, du genre on va passer à la capitalisation pour les retraites de façon brutale, ou on va changer radicalement pour avoir une structure de santé comme en Europe du Nord. Alors, peut-être que c'est le Danemark le bon exemple, parce que c'est sûrement pas la Grande-Bretagne, par exemple, où effectivement le NHS est dans une situation encore un petit peu plus difficile que la sécurité sociale. Bref, donc je crois que les gens sont juste très attachés à ce qu'on gère convenablement et qu'on soit capable de faire effectivement 1% du PIB de fonctionnement raisonnable par rapport aux demandes de tous les Français. Bon, ayant dit tout cela, moi je crois qu'on n'est pas du tout dans une crise létale, etc. On est simplement dans un changement démographique parfaitement prévisible, hein, on pouvait le prévoir depuis des décennies. Il se trouve que la société politique ne réagit pas de façon suffisamment rapide. Mais comme a dit Nicolas, il y a énormément de solutions et ce n'est pas dans le débat public, les solutions. Ce qui est dans le débat public, c'est le pathos. Bon, il y a un progrès de l'hôpital public qui est inouï sur 30 ans. Il y a des professions médicales de plus en plus compétentes, etc. Mais on n'insiste que sur le désert médical, que sur les pathologies du système de la santé. Non, il faut aussi faire le constat, parce que les Français le font, du fait que la couverture sociale est la plus forte. Mais moi, ce qui me choque le plus dans ce pathos, c'est de parler en permanence du vieillissement de la société. Enfin, le vieillissement de la société est quelque chose que, d'abord, nous devrions comprendre autour de cette table, parce que nous ne rajeunissons pas tous les jours, mais surtout, c'est le but de tout ce que les générations précédentes ont voulu. Oui, c'est très grave de vieillir, mais enfin, c'est pour vieillir le plus longtemps possible. Et moi, je viens d'une culture qui est différente de la vôtre pour une partie de mon identité. En Afrique, on ne parle pas du drame du vieillissement. On attend un vieillissement le plus rapidement possible. On appelle ça de l'espérance de vie. On appelle ça de l'espérance de vie en bonne santé. Et ça, c'est délivré de nos jours dans les pays développés. Donc, le vieillissement est un succès de la sécurité sociale. Alors après, il faut gérer le fait qu'on a atteint ce succès. C'est un succès. Notre problème n'est pas le vieillissement. Notre aspiration, c'est l'espérance de vie. Il faut changer le discours. Lucile Schmitt. Oui, je crois qu'il y a des éléments de ce que dit Lionel sur lesquels je suis d'accord, et notamment la qualité de la médecine française et le fait qu'on a réussi. Enfin, moi, j'ai du mal à parler de dette sociale. Je pense qu'il faut considérer que les dépenses sociales sont utiles pour lutter contre les inégalités, pour assurer l'espérance de vie en bonne santé, comme vient de le dire Lionel. Mais je ne peux pas être d'accord avec l'idée que les choses vont bien par rapport à l'organisation du système. Je constate qu'il y a des personnes de grande qualité, que d'ailleurs on reconnaît au niveau international la qualité de la médecine française, mais je constate des dysfonctionnements entre la médecine de proximité, l'hôpital, vers lequel tout converge, alors même qu'il faudrait que la médecine de proximité soit mieux organisée et qu'aujourd'hui, les jeunes générations ne veulent plus être médecins de proximité parce qu'ils considèrent qu'il y a une sorte de bureaucratie de la sécurité sociale qui les empêche, au fond, d'exercer vraiment la relation avec le patient. Donc, il y a un dysfonctionnement
organisationnel très important. Il y a aussi un enjeu évidemment financier. Pour le coup, je vous écoutais là et je disais il faut relativiser la question financière parce qu'elle est un reflet ou un symptôme, certes, mais enfin il y a un moment où il faut considérer, comme l'a dit Nicolas, qu'il y a un enjeu d'investissement et de choix, au fond de choix implicites entre les investissements. Et je terminerai en disant une troisième chose, c'est que je pense qu'il faut dissocier la question des retraites et la question de la maladie. Parce que, évidemment, l'enjeu d'une universalité du traitement de la population lorsqu'il s'agit de la maladie, des maladies chroniques. Enfin, rappelons qu'il y a quand même 20% des patients qui sont en maladie chronique en France. Donc ça, c'est un enjeu aussi lié au vieillissement. Donc il faut que l'accès à la santé soit garanti pour tous. En revanche, cette espèce de privilège ou de rente sur la question des retraites me semble être quelque chose de profondément contraire, Lionel, à la question de donner une place à la jeunesse. En Afrique, il y a une démographie différente et je pense qu'être jeune en Afrique, compte tenu de ce qu'on observe sur la question des migrations, n'est pas simple. Donc comment est-ce qu'on fait pour donner aussi pour que la hiérarchie entre générations ne soit pas quelque chose de déprimant dans la société actuelle? Antoine Fouché. Oui, c'est ce que je voulais rebondir exactement sur ce que vient de dire Lucie. C'est-à-dire, je pense que ce qui est déprimant, c'est pas du tout ce qu'on dit. C'est qu'il n'y a aucune action par rapport au constat lucide que chacun peut faire en passant un tout petit peu de temps. Peut-être autre chose à faire, mais à lire soit les rapports de la Cour des comptes, soit des articles de journaux bien documentés. Donc, il y a quelque chose de déprimant dans le déni. C'est pas du pathos, dans le déni du fait que nous n'avons pas à tirer les conséquences de notre vieillissement pour préparer l'avenir de nos enfants dans un pays libre et prospère. Le vieillissement, bien sûr, c'est une bonne nouvelle et c'est une conquête et c'est grâce à la sécurité sociale. Mais jamais en 45, ni en 75, ni en 95, on s'est dit qu'on devait à un moment donné doubler nos dépenses de retraite, 14% du PIB, par rapport aux dépenses d'éducation. Ça, on ne se l'est jamais dit entre Français. Et de sorte qu'on a aujourd'hui les meilleures retraites du monde et la 25e éducation du monde en termes de comparaison. Donc on a fait des choix et il ne s'agit pas de tout jeter, de passer complètement à un autre système. C'est simplement une question de curseur, d'ajustement dans nos priorités en fait dans le contrat social et qui n'est pas encore une fois une question de contrat social entre les actifs et les retraités d'aujourd'hui. C'est pour le 21e siècle parce que les actifs d'aujourd'hui qui seront les retraités de demain, pour leurs enfants, ça sera encore pire si on reste sur ce schéma-là parce que le vieillissement continue. On a de moins en moins d'enfants et on vieillit de plus en plus. Et donc, il faut encore une fois, me semble-t-il, qu'on ait cette grande explication pour voir sur les 57% de dépenses publiques, qu'est-ce qu'on met sur l'accompagnement d'une retraite en bonne santé et combien de temps on se donne pour vivre à la retraite en bonne santé et quels sont les investissements qu'on fait, Nicolas Bavrez l'a dit, sur la défense, sur la transition énergétique, sur l'industrie, sur l'innovation, etc., de façon à ce que la France soit pas un pays tiers-mondisé, et ça va encore faire rire Lionel, mais c'est le chemin que nous prenons. C'est le chemin que nous prenons. Nous étions le 5e PIB par habitant il y a 50 ans. Nous sommes le 26e. Donc, dans 50 ans, à ce rythme-là, on sera le 50e. Je ne sais pas au niveau du classement, on peut dire tiers-mondisé ou pas tiers-mondisé, mais nous ne sommes déjà plus un des pays les plus riches du monde. C'est déjà le cas. Et nous allons devenir un pays moyen à la génération suivante si nous nous en tenons là. Mais je pense qu'on n'arrivera pas à la génération suivante avec ce système-là parce que ça explosera avant. J'ai reçu de Jean-Louis Bourlange un texte que je vais vous lire, non seulement parce que pour une fois je peux contrôler la longueur de l'intervention de Jean-Louis, mais en plus parce que c'est sur le plan littéraire, je trouve une réussite, et sur le plan de la pensée, chacun d'entre vous en jugera. Lionel pensera sans doute que ça va faire augmenter la consommation des tranquillisants. Voilà ce que dit Jean-Louis. En faisant adopté par l'Assemblée nationale le projet de budget social de la nation, Sébastien Lecornu a remporté une vraie victoire, mais il y a des victoires qui sont plus amères que les défaites. Le Premier ministre a réussi à construire autour du projet de financement de la sécurité sociale le seul consensus dans lequel les Français étaient prêts à se reconnaître, mais ce consensus est hélas celui de l'immobilisme et du renoncement. À travers son vote, le bloc central a rendu les armes et fini par s'aligner sur la pensée dominante du pays: zéro effort, zéro changement.
Les élus ont tragiquement rejoint les électeurs sur ce qu'il y a de pire en nous. L'Assemblée nationale a voulu ignorer que les choses comme elles vont ne peuvent pas durer. Ce sont nos libertés, notre souveraineté, notre prospérité, notre cohésion morale et sociale qui sont aujourd'hui directement menacées. Le Premier ministre a tissé avec obstination et talent le seul drap dans lequel les Français sont aujourd'hui prêts à s'envelopper, mais ce drap est un linceul. Si vous voulez bien, nous allons passer au deuxième sujet, l'Afrique de junte en junte. En 5 ans, le Sahel a complètement changé. Les coups d'État militaires, d'abord présentés comme des réponses temporaires à la crise sécuritaire, semblent installer durablement des régimes autoritaires. Au-delà du rejet commun de la présence française, ces nouveaux pouvoirs militaires peinent à formuler un véritable projet et surtout à endiguer une vague djihadiste de plus en plus meurtrière. La région est désormais secouée par des crises répétées qui ignorent les frontières nationales. Cette vague de coups d'État et de prise de pouvoir militaire a créé un paysage politique instable dans plusieurs régions. En novembre 2025, 7 pays étaient dirigés par des juntes militaires, chacune avec sa propre trajectoire, sa justification et ses tensions politiques propres. Au Mali, le retour à un régime militaire a commencé par 2 coups d'État en moins d'1 an, le premier en août 2020 suivi d'un autre en mai 2021. Le Burkina Faso a connu 2 coups d'État militaires en 2022. L'ordre politique du Niger s'est effondré en juillet 2023. En mars 2025, la junte a adopté une charte de transition fixant un délai de 5 ans pour le retour à un régime constitutionnel. La Guinée a basculé dans un régime militaire en septembre 2021. La junte s'était initialement engagée à une transition structurée, mais le calendrier en a été sans cesse repoussé. Au Soudan, l'armée a pris le contrôle en octobre 2021, faisant dérailler un fragile accord de partage du pouvoir entre civils et militaires. En avril 2023, le pays a sombré dans une guerre civile brutale entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide. En octobre 2025, Madagascar a rejoint la liste des pays africains sous régime militaire. En Guinée-Bissau, le coup d'État qui a renversé le 26 novembre le président sortant et suspendu les élections en cours est le 10e putsch en Afrique depuis 2020. Ce pays lusophone situé entre le Sénégal et la Guinée-Conakry avait déjà connu 4 coups d'État et une kyrielle de tentatives de putsch depuis son indépendance du Portugal en 1974. La junte promet une transition d'1 an, les Bissau-Guinéens n'y croient plus vraiment. Dans un pays où chaque cycle électoral finit dans les casernes, la démocratie semble condamnée à ne jamais dépasser le stade de l'intention. Le Bénin, enfin, longtemps considéré comme une exception démocratique et qui n'avait plus connu de tels soubresauts depuis 1972, vient de rejoindre le club des pays touchés par l'épidémie de putsch, même si dimanche dernier, lorsque le pays a failli rejoindre la liste des pays ayant connu un coup d'État militaire, le coup en question a été mis en échec. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, alors, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une pandémie de coups d'État. En fait, il y a quand même une typologie assez différente entre les divers coups d'État. À l'évidence, il y avait des régimes qui se disaient démocratiques, qui étaient des démocratures avec des résultats socio-économiques assez catastrophiques et qui ont été renversés pour cause de faillite de leur gestion ou de manipulation des résultats électoraux. D'ailleurs, ce qui vient de se passer en Guinée-Bissau, donc ce pays entre Sénégal et Guinée, et entre la Guinée-Conakry et le Sénégal, donc la Guinée-Bissau, lusophone, c'est typiquement un vrai faux coup d'État. C'est-à-dire que il se trouve que le président venait de perdre les élections et qu'on était à quelques heures simplement de publier les résultats. Et on a publié plutôt un coup d'État, mais on a surtout mis en prison les gens qui venaient de gagner cette élection. Donc la démocratie fonctionnait, il se trouve que ça ne plaisait pas aux prédécesseurs, à l'homme qui venait de les perdre, et de perdre le pouvoir, et donc on a simulé un coup d'État. Bon, c'est établi de façon à peu près générale s'agissant de la Guinée-Bissau. Donc ce sont des imperfections de la démocratie ou le refus d'un certain nombre de forces
de l'aspiration qui est partout présente à la démocratie. Bon. Mais il y a aussi des situations dans lesquelles il y a une cupidité, une prédation, tout d'un coup des ressources importantes, et donc à ce moment-là, c'est plutôt une logique moins politique que mafieuse, d'une certaine manière. Je ne veux pas citer les pays parce que ça serait assez blessant, voire assez dangereux de le faire, mais enfin, la prédation, ça existe. Il y a, mais de plus en plus, quelque chose qui est plus important, qui est l'ingérence. On est en train de redevenir ce qu'on était, c'est-à-dire le terrain extérieur d'affrontements impériaux. Et la Russie, évidemment, est très, très présente dans certains de ces coups d'État, ou dans la récupération très rapide d'un coup d'État. Parce que parfois, il faut aux militaires qui doivent justifier et créer un narratif, il faut une idéologie. Et au fond, on a clé en main des usines de fake news, un discours anti-occidental, anti-impérialiste, etc. Et donc, la Russie est en affrontement avec l'Occident en Afrique, comme elle l'est en Europe de l'Est, et en fait sur de nombreux terrains. Donc, l'ingérence par rapport aux États faillis qu'il faut essayer de redresser, par rapport aux prédations mafieuses, l'ingérence est de plus en plus importante. Alors, s'agissant du Bénin, rien n'a changé dans la stabilité du Bénin. Il se trouve que dimanche dernier, et pendant 6 heures, il y a eu la prise de la télévision et un certain nombre de combats pour essayer de s'emparer de quelques personnalités, dont le président de la République, avec des mutins, des forces spéciales. Donc effectivement, ça ressemble à un coup d'État. Et effectivement, à la télévision, on a dit qu'il est urgent de renverser ce régime parce que socialement, économiquement, tout ça est très inégalitaire, tout ça est très choquant, etc. Bon. On est à 30 jours des élections législatives, totalement inclusives, où les oppositions sont présentes. On est à 150 jours de la fin du mandat du président en question. Quand on fait un coup d'État pour renverser d'urgence quelqu'un qui va partir de toute façon, et à 30 jours des élections, c'est surtout pour suspendre les élections. Et s'agissant donc du Bénin, on est dans la variante assez nouvelle quand même d'un acte de guerre, en l'occurrence de pays étrangers. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu un citoyen pour sortir, malgré sur les réseaux sociaux des appels à soutenir le mouvement de libération que les forces spéciales nous proposaient. Il n'y a pas eu un seul citoyen pour descendre dans la rue. Et la reprise en main a été faite par l'armée de façon républicaine extrêmement rapidement. Mais c'est pas ça qui est le plus frappant, c'est que on était conscient du fait de la menace et on était conscient du fait que la situation sahélienne, et notamment les pays que sont le Mali, le Burkina et le Niger, cernés par les djihadistes et les terroristes, ont un besoin vital d'avoir des corridors sur le monde, de pouvoir s'approvisionner en matériel militaire. Et ils sont cernés parce qu'ils sont en grande difficulté avec tous les pays d'alentour, et surtout, les djihadistes maintenant contrôlent toutes leurs frontières. Ils ont un besoin, il y a très très peu de routes possibles encore. Le Bénin en était une, et clairement, il y a là un acte de guerre. Nous sommes dans une guerre froide en Afrique de l'Ouest. C'est donc pas un coup d'État contre des institutions domestiques qui ont très bien résisté, mais il se trouve qu'ils étaient attendus, et il se trouve qu'il y avait des solidarités des pays voisins, et que les pays côtiers menacés ont décidé désormais que sous 2 heures, quand il y aurait des actes de ce type, il y aurait une réponse extrêmement rapide. Elle est venue du Nigeria, elle est venue de la Côte d'Ivoire, elle est venue du Ghana en 2 heures.
C'est ça qui nous manquait complètement devant des actes de guerre. Donc c'est un coup d'État un peu différent et pas du tout domestique. Lucile Schmitt. Oui, Lionel a très bien dit qu'aujourd'hui, alors que dans les années 2010, on pensait qu'il y avait une sorte d'élan de démocratisation dans tous ces pays africains, on assiste aujourd'hui à plutôt un mouvement de, on va dire, démocrature, et on peut même se dire peut-être même de dictature militaire en ce qui concerne les pays sahéliens. De toute façon, lorsqu'il y a des putschs militaires, on prend toujours le pouvoir au nom de la démocratie et du bien-être du peuple. Ce qu'on observe quelques années après les prises de pouvoir au Mali, au Niger et au Burkina Faso, c'est que le vivre mieux des populations, enfin que la vie des populations s'est dégradée, qu'il y a des milliers de morts à cause du terrorisme islamiste, et que, comme le disait Lionel, il y a aussi un entrisme de certaines puissances pour prendre la place de la France. Je pense qu'il faut parler de ça. Ça représente à la fois une très grande menace pour la France en termes même de possibilité d'attentats sur son territoire, cette menace djihadiste, enfin cette installation des djihadistes au Sahel. Et puis ça représente, Lionel a parlé de la Russie, on peut aussi parler évidemment de la Chine et de la Turquie, parce que par exemple la Turquie, qui profite de l'éviction de la France pour s'installer de plus en plus, aussi parce qu'elle est un grand pays musulman, qu'elle a des intérêts économiques à défendre, ne sépare pas, contrairement à la Chine, la coopération civile et la coopération militaire, et qu'elle n'hésite pas à équiper aujourd'hui en drone, par exemple, les États du Sahel. Donc on est dans une situation où la stabilité de cette région est aussi une menace pour le sol français, et ça a été dit très clairement par le patron de la DGSE ces dernières semaines. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que on voit bien que le cycle électoral est interrompu, sauf sans doute dans quelques pays, et le Bénin a toujours été une démocratie assez remarquable par rapport à l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. En tout cas, on considérait que c'était une sorte de laboratoire démocratique, comme on aime à le dire. Ça signifie aussi que face à cette arrivée en fait des militaires et au fond de juntes militaires qui n'ont pas l'intention en fait d'organiser des élections à court terme, je voudrais rappeler quand même que les partis politiques ont été dissous au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qu'ils sont largement en sommeil, qu'on emprisonne ceux qui avant étaient au pouvoir et qu'on les garde en prison. Je pense que la tentation d'être plus autoritaire aussi dans les démocraties existe. C'est-à-dire qu'elle existe au Sénégal, elle existe en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qui va se passer au Bénin dans quelques semaines, mais en tout cas, face à cette instabilité djihadiste, au risque, au fond, aux menaces sur les populations et à l'éviction de la France, ceux qui restent de démocratie va aussi aller vers une dérive plus autoritaire. Et ça, c'est un point, évidemment, de préoccupation important. Nicolas Bavrez. L'Afrique était un des grands succès de l'après-guerre froide et puis de la mondialisation. Pour la première fois, à partir du début du XXIe siècle, on avait une croissance de 5% par an et la croissance économique était plus rapide que la croissance démographique. C'était la première fois depuis les indépendances. Et effectivement, tout s'est retourné. Ça s'est retourné sur le plan économique. Les moteurs que sont le Nigeria ou l'Afrique du Sud vont mal. Aujourd'hui, la croissance, elle est retombée en dessous de la croissance démographique. Et on a une épidémie, vous l'avez rappelé, de coups d'État qui vont du Mali jusqu'à Madagascar, et une épidémie aussi c'est le continent des guerres et de guerres épouvantables comme celle du Soudan ou du Congo, qui s'installent vraiment de manière permanente. Donc, l'Afrique est d'une certaine manière de retour au cœur des ténèbres. Est-ce qu'elle porte une part de responsabilité? Assurément, mais je crois qu'elle est loin d'être la seule et que dans ce tableau, c'est frappant de voir que tout le monde ne réagit pas de la même manière et que l'Occident est en train de perdre l'Afrique. C'est frappant de voir dans la nouvelle, le document assez ahurissant produit par l'administration Trump sur la nouvelle stratégie de sécurité. L'Afrique vient au dernier rang des priorités et il y a 3 paragraphes sur un continent qui va quand même abriter 2,5 milliards d'hommes en 2050. Un des aspects les plus tristes des
des présidences Macron, c'est donc l'expulsion de la France du continent africain. Et l'Europe aussi ne conçoit plus l'Afrique qu'à partir du problème migratoire. Mais il faut bien voir qu'ailleurs dans le monde, c'est différent. La Chine investit massivement, c'est pure prédation, les ressources naturelles, les infrastructures, la mise sous dépendance d'un certain nombre de pays qui servent de tête de pont comme l'Éthiopie. La Russie, elle s'est spécialisée dans la captation des mines, dans la protection des dirigeants, mais dans la prédation militaire. L'Inde et le Brésil sont plutôt sur des coopérations économiques positives, et la Turquie, effectivement, elle utilise l'islamisme pour et puis aussi le côté militaire avec les drones. Donc, en fait, pour sortir de cette catastrophe, je pense que dans un monde qui est en train de se restructurer en bloc, les Européens et les Africains devraient se rappeler que finalement, c'est plutôt une idée intelligente de coopérer ensemble. L'Europe a besoin de l'Afrique pour ses matières premières et pour le fait qu'elle va devenir le principal réservoir de manœuvre au monde. Et l'Afrique est uniquement dans le ressentiment colonial. Et en réalité, l'Europe, aujourd'hui, aurait beaucoup à lui apporter pour qu'elle évite d'être uniquement entre les mains des prédateurs qui dominent le XXIe siècle. Antoine Fouché. Oui, je voudrais insister simplement sur un point qui est que ça peut paraître loin, ces coups d'État de l'autre côté de la Méditerranée, mais il me semble qu'on est directement concernés, nous Européens, nous Français et nous Européens, pour deux raisons. La première façon un peu potentielle et il me semble-t-il la deuxième façon certaine. La première raison pour laquelle on est concerné pour notre sécurité, c'est, ça a été dit dans les interventions précédentes, il y a beaucoup de djihadistes là-bas et il y a avec des tentatives d'asseoir des territoires contrôlés par les djihadistes. Et les attentats de 2015, il y a 10 ans, l'analyse en tout cas de quelqu'un comme Hugo Micheron, c'est qu'il n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu, pour les piloter, des bases djihadistes en dehors du territoire européen, en l'occurrence la Syrie et l'Irak. Et donc, il y a un lien direct entre l'accroissement de la menace djihadiste en France et en Europe et la reconstitution d'entités contrôlées par des djihadistes en Afrique. Donc, me semble-t-il, c'est pour ça qu'il n'y a pas de certitude sur le fait que, heureusement, il va y avoir des attentats, mais l'écosystème qui a rendu possible les attentats de 2015 est en train ou pourrait se reconstituer avec ces coups d'État dans lesquels les djihadistes sont impliqués. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui me semble là, pour le coup, assez certaine, c'est que, on en parlait dans la première partie de l'émission, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près le même nombre d'Européens et d'Africains, c'est-à-dire autour de 500 millions il y a 50 ans. Aujourd'hui, il y a 500 millions d'Européens, 1,5 milliard d'Africains, et l'ONU dit 2050-2060, il y aura 400 millions d'Européens, 2 milliards d'Africains. Évidemment, et dont en plus les 2 tiers aujourd'hui ont moins de 25 ans. Donc, évidemment, plus l'Afrique ne sera pas un continent prospère ou en tout cas stable, assurant un minimum de sécurité à ses citoyens et permettant aux familles de se projeter pour elles et leurs enfants dans un pays, dans leur pays en restant sur place, plus la pression migratoire sera importante. Et de ce point de vue-là, comme d'un point de vue démographique, on est juste au début de la crise migratoire ou de la pression migratoire de l'Afrique sur l'Europe. C'est juste le début pour des raisons démographiques. Plus le continent africain sera instable, plus cette pression migratoire va augmenter. Et donc, c'est notre intérêt direct de participer. Alors, après, comment on fait, je ne sais pas. Et peut-être que la meilleure manière de participer, c'est de ne pas s'en mêler. Mais en tout cas, on est directement concerné par le fait que l'instabilité semble s'accélérer dans cette partie-là du monde. Lionel Zinsou. En fait, je suis assez proche de tous vos commentaires qui apportent beaucoup de réflexion, mais 3 précisions. Le djihadisme est présent, très très minoritaire, dans ce qui se décrit comme cela, notamment dans les pays du Sahel. C'est le crime organisé. En vérité, avant que ce soit une matrice d'attentats en Europe, parce que c'est vrai que quand vous êtes au nord du Mali, vous êtes à 1 heure d'avion ou de missile, enfin c'est plus rapide en missile d'ailleurs, d'Algeciras et de Séville, donc vous êtes en Europe. Bon. Mais
c'est plutôt un problème de narcotrafic à ce jour. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est le Sahel, une partie du Soudan, donc ça va loin. C'est la drogue, les cigarettes, les faux médicaments, les trafics d'armes, les trafics d'êtres humains. C'est ça, c'est une coalition, c'est mafieux plus que spirituel et liturgique. Hein. Bon, deuxième remarque, la raison pour laquelle on aura 2 milliards d'Africains, ça n'est pas parce que la fertilité, la fécondité augmente. C'est parce que l'espérance de vie, enfin la longévité, augmente. À l'indépendance, dans les années 60, à l'indépendance, on était dans les colonies françaises à 30 ans d'espérance de vie à la naissance. Aujourd'hui, dans ces États indépendants, on est à 62 ans. On gagne une demi-année d'espérance de vie à la naissance, chaque année. Vous voyez, là, ça fait 58 minutes. Si on était au Congo, au Bénin, au Mali, on viendrait de gagner en espérance de vie la moitié de 58 minutes. Si on dépasse trop les 58 minutes, c'est mon espérance de vie qui va diminuer. Donc, si vous voulez bien passer au 3e point de votre... Et sur la croissance, je parle devant un spécialiste parce que les lettres béninoises, c'est un des best-sellers de Nicolas. Il y a des pays en Afrique qui sont au-dessus de la croissance démographique en matière de croissance économique. Par exemple, le Bénin, par exemple, la Côte d'Ivoire, par exemple, le Rwanda, etc. Il y a sur 10 pays en record de croissance aujourd'hui en 2025, 7 pays africains. Donc, il y a des différences entre ces pays. Il y a des pays faillis, des pays qui régressent. Il y en a qui vont très vite en modernité. Le problème, c'est que parfois, ceux qui vont très vite en modernité, en progrès de la démocratie, sont parfois gênants pour ceux qui régressent, et parfois ils font des actes de guerre. Je vous remercie. Nous avons maintenant atteint la dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais la consacrer à un seul point, très simple. Nous sommes le 14 décembre. Il reste 15 jours pour que vous puissiez contribuer à notre financement et bénéficier d'une déduction fiscale de 66%. Faites-le. C'est la seule garantie de notre indépendance et c'est une nécessité. Merci d'y penser dans les 15 jours qui viennent. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais recommander d'aller voir l'exposition Jean de Paris, qui est au musée Carnavalet. Jean de Paris, 1926-1936. C'est absolument passionnant parce que, d'abord, c'est une collaboration inédite entre spécialistes de l'intelligence artificielle sur la saisie optique, en fait, de documents manuscrits, qui sont les documents manuscrits, en fait, des recensements. Donc, ça porte quand même sur 9 millions de Parisiens, puisqu'à l'époque, Paris était aussi peuplé qu'aujourd'hui. Et par rapport à la grande discussion sur l'espérance de vie que nous venons d'avoir, je voudrais rappeler qu'en 1926, lorsqu'on était parisien, on avait une espérance de vie de 50 ans. Donc autour de cette table, il ne serait plus resté grand monde. Je voulais aussi dire une chose, c'est qu'à l'époque, il y a déjà, au fond, des caractéristiques qui existent encore aujourd'hui. Les femmes travaillent plus, il y a beaucoup plus de célibataires, il y a moins d'enfants qu'ailleurs. Et c'est le moment aussi où il y a une sorte de basculement dans la société française. C'est un basculement où il y a plus de citadins que de ruraux. C'est exactement dans ces années-là. Je vais juste terminer, Philippe, pour être très, très rapide. Ce qui est absolument passionnant dans l'exposition, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'images, beaucoup de films. Et par exemple, on voit que la circulation à Paris était complètement délirante, qu'il y avait beaucoup de voitures partout et que quand vous étiez piéton, vous étiez menacé d'être écrasé à tout moment. Lionel Zinsou. Alors, en plein conflit d'intérêts, je vais vous recommander de lire une note de Terra Nova publiée lundi dernier par Guillaume Anzo. Et il a écrit une note compte public, en finir avec le n'importe quoi. Donc, ça n'est pas tourné vers le management public ou un grand référendum, Antoine, sur les grands choix, en fait, sur le travail. Mais enfin, ça donne quand même toutes les données, je crois de façon très pédagogique, sur pourquoi il faut quand même trouver 100 milliards assez vite et pourquoi ça, du coup, ça va impliquer tout le monde et pourquoi ça pourrait être un petit peu plus de 3 000 euros par an en moyenne sur les ménages, alors certainement pas sur les gens qui gagnent 4 000, mais si on veut faire un effort de redressement, je prends sur moi, parce que c'est vraiment pour faire plaisir à Antoine et à Nicolas, si vous voulez, mais enfin, c'est un bon guide
Nicolas Bavrez. Alors pour cette fin d'année qui se déroule effectivement dans un environnement politique, géopolitique plutôt pesant, deux choses un peu plus gaies. D'abord, il y a une sublime Tosca à l'Opéra de Paris avec Saya Hernandez, Jonas Kaufmann, Ludovic Tézier. C'est vraiment, je pense, une des plus belles versions qui ait jamais été, qu'on ait pu écouter. Donc, il faut absolument y aller. Et puis, je voudrais recommander le livre de Bruno Fulini sur Mistinguett, la danseuse qui a sauvé la France. On sous-estime toujours la chanson en trouvant que c'est un art mineur. Et avec Joséphine Baker, on a l'exemple de quelqu'un qui a été une grande artiste, mais aussi un symbole politique, et dont on sait qu'elle a été une grande résistante. Et avec Marlène Dietrich. Exactement. Et Mistinguett, Mistinguett, avec c'est vrai qui reste... voilà, et où elle explique qu'elle ne lâche pas ses pépettes, et elle termine en disant que Sarraut, qui était ministre des Finances, qu'elle serait un bien meilleur ministre des Finances. Et je pense que Mistinguett serait sûrement un bien meilleur ministre des Finances que ceux qui se sont relayés à ce poste depuis un certain nombre de décennies. Mais elle a aussi eu un rôle extrêmement important de combattante, et elle a joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale. Et ce livre est tout à fait intéressant. Antoine Fouché. Oui, je voudrais recommander la lecture du discours de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qu'il a fait jeudi 11 décembre à Berlin, pour tirer à la sonnette d'alarme sur le risque de guerre dans les années qui viennent en Europe. Alors, on va dire encore que c'est un peu pessimiste, mais c'est par rapport à ce que dit Rutte, la discussion qu'on a eue sur la sécurité sociale par rapport à ce qu'il dit est légère. Il donne, sur les dernières années, les chiffres sur l'intensification de la production d'armement en Russie. Il donne les progrès qui ont été faits par l'OTAN et le décalage entre les deux frappe les yeux. Et il termine son allocution en disant... Nous, membres de l'OTAN, nous devons nous préparer à une guerre de l'ampleur de celle que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont connue. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer au cotillon. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compendium, le compte-rendu analytique, à Nicolas Tourneau qui veille au site et à Olivier Magloire qui répond aux questions et qui s'occupe des plateformes de financement. Merci à Flavien du studio L'Arrière-Boutique qui a enregistré cette conversation, à Nouvelles Écoutes et à Julien Neville qui nous produisent. Rendez-vous mercredi pour cette conversation sur avec ce chauffeur de taxi amoureux de Paris, et dimanche prochain pour le dialogue entre Nicole Niesotto et Richard Verly sur les rapports entre l'Europe, l'Occident et les États-Unis.